Allez, je propose qu'on commence, de vif. Allez. Je te laisse changer le slide et puis on démarre. Donc en introduction, pardon, excusez-moi. Merci à tous d'être venus et de vous être inscrits à cet événement. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui nous attend tous avec l'arrivée de la facturation électronique et de l'échange de données. On a fait ça en collaboration avec l'éditeur Sage. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jean-Christophe avec moi qui va co-animer et même animer en grande partie ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace questions du webinaire ou via le chat. Et puis, si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements à l'issue, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Jean-Christophe ou moi. On répondra à vos questions au travers d'un rendez-vous individuel avec plaisir. On va commencer avec une très courte présentation de Factory Group pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je te laisse, voilà. Factory Group, ça fait maintenant 12 ans qu'on facilite et qu'on accélère la transformation digitale des PME. Nous travaillons au sein du groupe SID comme l'entité dédiée aux PME, PMI. Le groupe SID, pour mémoire, c'est 800 clients en France. C'est le top 100 des ESN, c'est 380 personnes et je crois qu'on a maintenant dépassé largement les 400 personnes. Et depuis plus de 10 ans, une croissance de 20% par an. Sur le slide suivant, on a la cartographie de Factory Group qui existe, lui, depuis 12 ans. Aujourd'hui, on fait 4,3 millions. On a plus de 500 clients, un taux de fidélité de nos clients qui est supérieur à 98% et une équipe pluridisciplinaire de 42 personnes réparties sur les 4 sites que sont Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Notre métier, c'est vraiment le maintien en condition opérationnelle de l'intégralité de votre informatique, que ce soit des applications, que ce soit du software, du hardware, de la sécurité, des sauvegardes, que ce soit avec des serveurs chez vous on-premise ou dans le cloud, avec 2 divisions qui travaillent conjointement, une qui est vraiment dédiée aux aspects infrastructure et une autre aux applications. C'est cette recette qui nous a valu notre succès au travers d'un travail dans lequel on est multi-éditeur. C'est une volonté chez Factory Group. On a toujours travaillé avec 2 à 4 éditeurs par grand domaine. On a toujours souhaité aussi avoir chez Factory Group des consultants seniors qui soient des personnes qui ont parfois fait qui ont eu d'autres vies avant. On a des consultants en méthodologie qui étaient avant des personnes qui travaillaient au service comptabilité et finance d'entreprise et qui étaient RAF. On a aujourd'hui des gens qui sont des chefs de projet qui ont commencé par mettre en place des logiciels dans les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé et qu'on entremêle avec des personnes qui sortent parfois de l'école ou qui ont une expérience de développeur depuis quelques années. Le dernier point, on benchmark régulièrement les solutions avec lesquelles on travaille et on donne à nos clients une grande autonomie sur les applications. Ça peut paraître contre-productif, mais on préfère que vous soyez le plus autonome possible sur vos infrastructures et vos applications, de manière à venir travailler avec vous sur tout ce qui concerne les sujets un peu plus complexes. Il faut savoir qu'un consultant, dans une année, fait en général autant de projets qu'un dirigeant dans une vie. On change de RP tous les 10 ans, donc en 40 ans, un dirigeant va changer 4 fois de RP. 4 à 6 projets, c'est à peu près ce que couvre un consultant dans une année. Donc l'idée, c'est d'être vraiment un interlocuteur privilégié pour nos clients, pour tout ce qui concerne les usages, les besoins métiers, et puis essayer systématiquement de trouver des solutions pragmatiques par rapport à ce dont vous avez besoin au quotidien. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit les partenariats qu'on a avec tous nos éditeurs. Donc je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et puis ensuite, sur nos clients, pour terminer, le slide suivant, avec des clients qui aujourd'hui sont vraiment dans tous les domaines. On va trouver un château Angélus que tout le monde connaît de par la performance qu'il peut avoir en termes d'image, jusqu'à des sociétés qui fabriquent des bougies pour les brûleurs à gaz, en passant par des industriels, des sociétés financières et des sociétés qui travaillent dans le négoce. On va trouver au milieu de tout ça, en bas à gauche, Altares, qui est la société qui nous fait confiance pour sa facturation, 260 millions d'euros par an et qui fournit l'intégralité des données financières pour tous les établissements bancaires et assurances
Donc, c'est vraiment une belle carte de visite pour nous. Et puis, petit clin d'œil, parce qu'il y a une personne de cette société qui est présente là, Ideaform, qui est un client qui nous fait confiance maintenant depuis quasiment 10 ans pour mettre en place l'intégralité de son informatique, que ce soit d'un point de vue serveur qui sont avec nous dans le cloud ou d'un point de vue logiciel avec, ça tombe bien, Jean-Christophe, toute la suite Sage avec laquelle il travaille aussi bien en comptabilité qu'en gestion commerciale et en gestion de production. Voilà pour le côté factory. Je vous laisse maintenant dans les mains de Jean-Christophe pour quelques minutes et puis on va se répartir l'intervention. Mais c'est quand même principalement Jean-Christophe qui va vous donner beaucoup de notions sur à la fois les faux semblants et les vérités qu'il peut y avoir autour de la facturation électronique. Alors, oui, je disais de l'importance, pour conclure sur cette notion de partenariat et de proximité par rapport à un réseau, particulièrement avec Factory et GroupSite, c'est qu'il vous donne une vision quand même assez pragmatique et d'accompagnement pour que vous soyez le plus serein, déjà au quotidien par rapport à vos outils de gestion, mais pas que. Et donc, notre rôle, nous, en tant qu'éditeurs, c'est bien sûr de se concentrer sur ce qu'est notre métier, c'est-à-dire de vous donner le maximum de conformité et de confort tout court par rapport à l'utilisation, surtout aux nouveautés qui peuvent être mises en place par le gouvernement et entre autres, bien entendu, autour de la facture électronique. Alors, mon objectif aujourd'hui, et vous imaginez bien que ce concept et en fin de compte, ce type d'animation, j'en ai fait un certain nombre. Humblement, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, j'agis plus en retrait, on va dire, et plus en consultant, en apport d'informations, de façon à désacraliser finalement le sujet et ne plus être en terre inconnue par rapport à la facture électronique et rentrer dans un contexte très pragmatique. Vous allez le voir, je vais aborder chacune des étapes. C'est où nous en sommes aujourd'hui, comment interpréter l'état factuel des choses tel que l'État nous l'a donné, puisque nous, on travaille au quotidien avec la DGFiP. D'ailleurs, pour information, on a rendez-vous avec eux le 15 juin prochain pour finaliser un ensemble de cahiers des charges et savoir ce qui est acté ou pas encore sur le sujet. Et que ensuite, je vais rentrer dans des sujets assez pragmatiques. Je vais aborder un peu des sujets sémantiques, vous le verrez, par rapport à tout ça. Et puis surtout, vous donner la projection. Je humblement vous dire et vous donner quelques orientations par rapport à l'organisation de votre entreprise et comment vous pourriez avancer sereinement avec un accompagnement, parce que je pense que c'est toujours nécessaire. Ludovic l'a décrit tout à l'heure. Alors, un état des lieux. Alors, un état des lieux, un peu moins de 1400 entreprises ont été interrogées sur les derniers mois par rapport à, finalement, la facture électronique, c'est quoi? Bon, je ne vais pas tout vous lire. Tout ce que je peux vous dire, et ce qui est assez marquant, et il y a une notion de pédagogie, la preuve où on est aujourd'hui, c'est que 77% des TPE et PME, alors TPE sous-entendu, 5 salariés, PME jusqu'à à peu près 500, voire un peu moins. Donc, ça donne déjà un gros panel des entreprises en France, reconnaissent ne pas connaître précisément les échéances de la réforme. Alors, je sais, parmi certains et certaines d'entre vous, vous avez été contactés, vous avez été sûrement stimulés, motivés, soit par l'expert comptable, soit par un partenaire informatique, soit par une SS2I, un conseiller, et ainsi de suite. Ça, on en est tout à fait conscient. On ne l'occupe pas. Ceci étant, on va vous donner justement un état des lieux pour vous dire que justement 6% considèrent qu'il s'agit d'un sujet prioritaire. Alors là, ça fait peur. Parce que ça ne veut pas dire non plus que c'est dangereux. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le sujet et que juillet 2024, c'est dans un an. Voilà. 74% pensent qu'une facture électronique est une facture envoyée par mail. Sous-entendu, moi, en tant qu'entreprise, j'ai l'habitude d'envoyer mes factures au format PDF par mail. Ben voilà, 74% d'entre vous, bien entendu, de manière générale, pensent que ça y est, je suis déjà opérationnel. La réponse est non. Et on va le voir ensemble. Et enfin, je vais juste terminer sur un petit pourcentage. 69% pensent qu'il s'agit d'une facture envoyée donc au format PDF pour être en corrélation avec les 74%. Donc voilà. Donc je présente vraiment une analyse factuelle de la tendance qui existe aujourd'hui autour de comment moi, dans les PME, aujourd'hui en France, vous allez voir pourquoi, en France, aujourd'hui j'interprète la facture électronique. Alors le sommet. On va revenir en bref sur l'essentiel de la facture, comme je l'ai dit, le calendrier, les différents acteurs qui sont sur le circuit, parce qu'on peut s'y perdre. Et moi, le premier, quand j'ai découvert le cahier des charges, effectivement, il fallait un petit peu de vocabulaire et de repères.
ce qui est validé, où on en est avec la loi. On fera un zoom sur quelques notions sémantiques sur le e-reporting, le invoicing, la facture X, etc. Et enfin, comme je me projetais, si tant est qu'on veut se donner le temps et surtout l'opportunité de le faire, se projeter pour être le plus serein en juillet donc 2024. Sachez qu'en parallèle de ça, de l'information que je vous divulgue ce matin, vous n'êtes pas seul, puisque le gouvernement a fait assez bien les choses. Il existe une fac par rapport à des questions-réponses qui existe sur le site impôt.gouv.fr ou sur économie.gouv.fr, sur lequel vous pouvez aussi consulter et vous appuyer. Alors, par rapport au programme de déploiement de la facturation électronique. Alors, la facturation électronique, c'est un concept, d'accord ? Derrière se cachent des mots-clés. Et là, je ne parle pas qu'en France, comme vous le voyez, un différent drapeau. Donc, plusieurs pays sont concernés, et particulièrement au niveau de l'Union européenne, pas que, d'accord ? On commençait déjà avant la France à mettre en place des systèmes pour digitaliser, dématérialiser, et donc au niveau de la facturation en tant que telle. La France, c'est maintenant. Voilà. Donc, je ne pourrais que vous engager, au-delà de la réflexion quant à l'approche que vous aurez, à vous dire, voilà, oui, la France est peut-être en retard par rapport à certains pays, mais la France doit se préparer. Ça, c'est sûr et certain. D'accord ? À l'instant T, je vous parle, il n'y aura pas de retour en arrière, qu'on soit clair. Sur l'essentiel de la facture électronique, qui concerne et qui est concerné au niveau des TPE, PME, ETI à venir, ou MGE, qui est concerné par la facture électronique ? Eh bien, les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Il n'y aura donc pas d'échappatoire pour ces entreprises en question, et ce, quel que soit le contexte. Donc, je suis très clair. Aujourd'hui, la réforme fiscale s'applique à toutes les entreprises qui donc traitent de la TVA. Il y aura quelques exceptions et quelques cas particuliers que je vais décrire après. Le calendrier d'application. Donc, vous allez voir que finalement, il y a différentes étapes en fonction de la taille de l'entreprise. On va le voir après. On va juste repartager l'écran, désolé. Décidément. Ouais. Bon, a priori, ce matin, c'est capricieux. Je suis vraiment désolé, décidément. Travaille par la technique. Vous avez la chance de voir nos minois. Est-ce que Ludo, c'est bon ? Mais je pense qu'il faut que tu avances. Faut que j'avance. Il faut que tu les laisses comme ça. Attends, je vais juste aller sur Livestorm déjà. Hop. Décidément. Je vois pas trop. Attends, tu le fasses. Tac, Livestorm ici. Là, on va repartager. Le temps, si vous m'entendez toujours, donc par rapport à ce concept lié à la facture électronique, ce qui est très important que vous ayez en tête, finalement, c'est que d'un concept qui peut être anxiogène, et on en est tout à fait conscient, pour avoir discuté avec bon nombre d'entreprises, et ce, quelle que soit la taille aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est l'État, juillet 2024, ne reviendra pas en arrière. On démarrera aujourd'hui sur une notion qu'on appelle la réception. Donc, je vais y venir. Attends, sur le sujet. Ici, nickel, partager. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais, je suis vraiment désolé. Je suis 2 fois à l'amende, décidément. Est-ce que tout le monde voit l'écran désormais ? Allez. D'accord. Oui, merci de votre retour. Donc, comme j'expliquais, les entreprises, le calendrier, les nouveaux formats. Alors, le format de la facture électronique, en fin de compte, est lié à un concept, il faut le dire, est bien cadré, bien normé, hein, parce que qui dit législation dit aussi normes. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont pu traiter les normes CEPA à l'époque, dans tout ce qui est notion de virement au niveau européen. Donc, il y a une norme qui a été mise en place. Alors, je vous le donne, hein, cette norme européenne, en fin de compte, qui doit être respectée par l'ensemble des pays, ce qu'on appelle l'EN 16981.
ne cherchez pas. Vous regarderez si vous êtes curieux sur Internet, mais sachez que c'est une norme aujourd'hui officielle sur laquelle s'appuie un certain nombre d'éditeurs, dont nous, pour être donc conforme. Les circuits obligatoires, ça je vais revenir, c'est hyper important par rapport à votre organisation, entre ce qu'il existe chez vous en termes d'organisation et de traitement de la TVA et ce qui va venir après. Ensuite, on reviendra un peu sur ce que je disais, la sémantique, ce que c'est que le e-invoicing et quel est le cadre qui est concerné, et ainsi que le e-reporting. Sur la notion du calendrier. Alors, j'affiche tout, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Il y a un peu moins d'un an, le 16 août 2022, donc, il y a une loi qui est apparue par rapport à la DGFiP, donc c'est noté, qui a décidé, et ce de manière irrévocable, donc la mise en place de cette notion de dématérialisation, parce que c'est ce mot-clé qu'il faut aussi retenir, dématérialisation de la facture aujourd'hui. Donc, soit en émission, soit en réception. Donc, à l'instant T où je vous parle, et c'est confirmé, d'accord, en juillet 2024, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour l'ensemble des entreprises qui gèrent la TVA de manière globale, il faudra être compatible avec la facture électronique en juillet 2024. Il y a quelques exceptions, je vous l'accorde, on va les décrire après, d'accord. Entre autres, sur certaines entreprises, peut-être parmi certaines d'entre vous, qui ont fait appel à la notion, ce qu'on appelle assujetti unique TVA, en clair, pour faire simple, c'est les entreprises, parce que c'est un décret qui a été noté et voté fin d'année 2022 et avec un délai repoussé jusqu'à janvier 2023, donner la possibilité à une entreprise en clair, de collecter cette TVA, de la concaténer par rapport à une seule et même structure pour l'ensemble de ses filiales. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Et puis, tout ce qui est facturation des collectivités. Donc, par rapport à ce que je vous explique ici, vous allez retenir finalement, dans ce calendrier, cette date butoir, juillet 2024. Si je me projette par rapport à une taille d'entreprise, on va parler d'émissions. Vous voyez que déjà, par rapport à juillet 2024, les entreprises dites ETI ou MGE ayant un effectif supérieur à 5 000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard, d'accord, il y en a, oui, ok, aujourd'hui sont concernés sur les deux. Voilà. Par contre, le plan d'étalement, lui, va jusqu'en janvier 2026. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute cette période, là, d'ici à l'instant T, je vous parle, jusqu'à janvier 2026, il y a une zone de transition qui va s'opérer. Ces zones de transition, aujourd'hui, on va en reparler, je vais y revenir tout à l'heure sur la partie un peu technico, traitement de la facture électronique en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir des factures compatibles FactureX, des factures papier et des factures encore tolérées, envoyées par mail et PDF. Donc, une fois qu'on a vu ça, il existe des solutions. Nous, on est préparé par rapport à ça, mais il faut avoir ça en tête dans votre organisation, parce qu'il y a différents flux qui vont arriver sous différentes formes. Et finalement, il ne s'agit pas du jour au lendemain de se dire, voilà, OK, je suis compatible et je mets tout en ordre, ce qui est possible. Encore faut-il que les différents acteurs avec qui vous travaillez le soient aussi. Sur la notion de calendrier, retenez deux dates. Septembre 2023 et janvier 2024. Alors, septembre 2023, on va y revenir. Il va y avoir un certain nombre d'immatriculations qui vont apparaître sur des partenaires intermédiaires pour vous aider à traiter cette facture électronique. Donc, septembre. Pas avant. Et janvier 2024, pourquoi? Parce que c'est, en fin de compte, la DGFiP ouvrira de manière factuelle et pragmatique, d'accord, et concrète, la capacité à l'ensemble des entreprises ou des éditeurs et des partenaires, la capacité de tester l'ensemble des flux qui seraient générés autour de la facture électronique. Donc, janvier 2024. Donc, retenez bien ces deux dates, ces deux transitions. Sur le concept. Alors, l'État va parler de motivation. Je suis désolé du mot, mais c'est un peu le sujet. Qui dit nouvelle loi, en tout cas en France, derrière dit mise en application, donc on ne revient pas en arrière, donc il faut faire un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous détailler ce sujet sur les amendes, je vous laisserai lire en conséquence. Ce n'est pas anodin. Donc, le sujet que je peux vous dire au-delà du détail, c'est plus vite
vous serez préparé, plus vite vous aurez enlevé ce côté anxiogène, de dire voilà, j'ai une épée Damoclès sur la tête pour me dire voilà, finalement, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je risque? D'accord? Donc, il y a une tolérance qui sera donnée par l'État sur le sujet qui va être reprise tout à l'heure dans un des slides. Sur ce qui est acté et validé. Alors, ce qui est important, c'est que parmi tous les acteurs, pour ceux qui ont lu un petit peu un certain nombre d'articles qui se sont intéressés au sujet de la facture électronique, aujourd'hui, il faut savoir que, et je vais vous présenter ça sous forme de schéma tout à l'heure, aujourd'hui, il y a différents acteurs. La plateforme publique de facturation. Alors, la plateforme publique de facturation, Chorus Pro, pour ceux qui connaissent, d'accord, c'est une version Chorus Pro finalement améliorée que vous allez utiliser, d'accord, et encore plus normée que Chorus Pro actuellement, et qui va évoluer. Donc, elle est gratuite, d'accord. Donc, si on vous dit qu'un jour, la plateforme publique de facturation, donc qui dépend directement de l'État, on vous dit que c'est payant, c'est faux. Et je l'ai entendu. Donc, je partage le sujet. Et que ce portail public de facturation, il est mis à disposition de l'ensemble des entreprises aujourd'hui, donc qui vont traiter de la TVA. En fin de compte, son objectif, il va être triple. D'accord? Il y a un côté, je vais dire, officiel, et puis un petit côté un peu officieux. Alors, le côté officiel, il est simple, dans les différents discours qui sont donnés par la DGFiP et l'État, c'est de dire, vous, entreprises qui allez utiliser la facture électronique, ça va être un avantage. Vous allez pouvoir dématérialiser, vous réorganiser, vous aurez moins de papier, vous allez pouvoir digitaliser. D'un autre côté, ça va vous permettre d'optimiser aussi un certain nombre de points par rapport au traitement de la facturation, de la télédéclaration de la TVA, d'accord? Et on sait que parfois, ce n'est pas si simple que ça. Donc, ça veut dire que d'avoir une exactitude des données, voilà, du fait que je passe par le portail, il n'y aura pas de dérive, il n'y aura pas de fausses données, ça ne sera pas erroné. Donc, finalement, quand je vais télédéclarer ma TVA, ce sera toujours une action à envisager, ça il ne faut pas l'oublier, de dire, voilà, moi, les données que je vais transmettre et qui vont transiter par la plateforme, elles seront bonnes. Voilà. Un côté un peu officieux, il se passe quoi? Finalement, par rapport à cette plateforme publique, je reviendrai un peu tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'informations normées, comme je l'ai cité, qui vont arriver. Ce qui veut dire que l'ensemble des fournisseurs ou des clients avec qui vous allez travailler, qui vont être concernés dans l'ensemble de vos facturations, d'accord, devront vous fournir, d'accord, un certain nombre d'éléments vérifiés. Sous-entendu, exemple, un numéro de SIRET. Aujourd'hui, je pense que vous le savez aussi bien que moi, le marché est en grande mouvance, achat, fusion, aujourd'hui séparation, peu importe. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'informations que vous allez devoir vérifier aujourd'hui. Alors, pour ceux qui utilisent Chorus Pro aujourd'hui, c'est du commun. Ceci étant, là, c'est à grande échelle. Donc, il y a un petit travail de fond quand même à faire et à effectuer. Sur ce côté un peu sous-jacent, comme je le citais, derrière, ça va permettre quoi à l'État? De contrôler et puis d'éviter la fraude. On ne va pas se mentir. Donc, d'éviter cette fraude en question. Qui dit contrôle dit moi, je vais récupérer l'argent qui serait susceptible ou qui serait passé entre les gouttes. Ça, c'est clair. Troisième point, c'est pour eux d'avoir un annuaire centralisé, d'accord? Donc, en clair, de leur donner une vision macroéconomique de l'ensemble des différentes transactions qui va se passer en France. Et ça, ce n'est pas anodin. D'accord? Donc, tout se tient finalement par rapport à cette notion de facture électronique et le fait de transiter par la plateforme. Alors, sachez que, là, je ne l'ai pas noté, mais que dans l'expectative et la latence que donne l'État, il sera possible, je dis bien il sera, parce que les choses peuvent changer, il sera possible finalement de déposer encore manuellement des factures au format papier jusqu'en 2027. Je ne donne pas de précision exprès. Certains en ont parlé de décembre, d'autres avril. Pour l'instant, je ne donne pas de date. Je dis 2027. Notre objectif est, sur le sujet, c'est de vous accompagner et de vous dire, voilà, plus vite préparé, plus vite serein, plus vite, finalement, dans un contexte d'optimisation.
Ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que Chorus Pro aujourd'hui est actif depuis maintenant plusieurs années. Pour ceux qui travaillent sur des réponses à appel d'offres ou avec l'UGAP, vous avez l'obligation de déposer vos factures via ce portail. Donc, le portail, le PPF étant inspiré de Chorus Pro, il va être éprouvé et il sera efficient dès le départ. Et pour les éditeurs de logiciels comme Sage, c'est d'ores et déjà une plateforme qui est intégrée aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'au travers des différentes mises à jour qui ont eu lieu sur les logiciels de gestion depuis plusieurs années, on a cette compatibilité avec Chorus Pro et on va avoir un minimum d'efforts à fournir les uns et les autres, que ce soit l'éditeur, l'intégrateur ou le client, pour se mettre en conformité avec les nouvelles plateformes qui vont arriver. Ça, c'est important parce que ça démystifie un peu le côté il va y avoir beaucoup de travail à fournir, il va falloir pas mal de prestations. Non, logiquement, c'est quelque chose qui va se faire tranquillement et Jean-Christophe va vous en reparler au fil de la présentation. Alors, deuxième acteur, les plateformes privées. Alors, les plateformes privées, on va le voir, ce sont des intermédiaires entre vous et la plateforme publique de facturation. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, je le dis, je ne citerai pas de nom, qui se sont déclarés comme étant déjà aujourd'hui en tant que plateforme privée. La réponse est non. Il n'en existe pas. D'accord ? Pour la simple et bonne raison, c'est que les premières immatriculations ou validations du cahier des charges sont faites en septembre, pas avant. Voilà. Et que d'autant plus, les premiers tests physiques ne sont pas encore réalisables. Donc, soyez, je dirais, dans l'analyse, prenez le recul nécessaire, et si vous avez un certain nombre de questions, rapprochez-vous de Factory sur le sujet, ou de Sage directement, mais soyez vigilants par rapport à ça. D'accord ? Un certain nombre d'entreprises sont venues vers moi en me disant, voilà, non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je suis incapable de vous donner une liste. Sur cette notion de plateforme privée, en fin de compte, elles ont quoi comme... Pourquoi intermédiaire ? Je prends un exemple très simple. Une entreprise qui travaille à l'international. Une de ses filiales traite ou vient un donneur d'ordre avec un format de facture au format EDI qui nécessite une adaptation par rapport à la norme que je vous ai citée tout à l'heure. Ça peut être le rôle d'une plateforme privée pour 1, 2, 3, 4, 5 structures en termes d'intermédiaire avant de passer en transition sur la plateforme publique de facturation. C'est un exemple. Ce n'est pas le seul. C'est un exemple qui, moi, je pense, est assez parlant. Et il faut savoir qu'en termes de conditions, une plateforme privée, si elle est immatriculée et déclarée comme telle, elle a pour objectif d'être, entre guillemets, opérationnelle au moins pour un minimum de 3 ans. Donc, elle est auditée régulièrement. Et pour cause, on connaît le côté sensible de la chose, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau commercial ou que ce soit en termes de compatibilité, bien sûr, par rapport au projet. Voilà. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête. Donc, à l'instant T, aucune immatriculation sur une plateforme dématérialisée privée. Ce qui est acté et validé. Alors, je vais passer exprès sur la partie opérateur de dématérialisation. C'est un opérateur complémentaire qui peut avoir son intérêt aussi, qui est aussi complémentaire à tout ce que je vous ai cité, mais qui pour l'instant reste à définir, mais qui est quand même un intermédiaire. Il faut quand même l'avoir en tête. Alors, sur la partie e-invoicing, alors ça, vous en avez peut-être entendu parler. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Pédagogiquement parlant, c'est tout ce qui concerne la facture électronique. Voilà, ni plus ni moins. Et invoicing, j'ai une émission d'une facture, j'ai une réception d'une facture au format dématérialisé, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. D'accord ? Donc ce terme, en fin de compte, je le lis, hein, mais vous aurez une présentation, hein, je pense, vous pourrez remettre. Hein. Ce terme désigne l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens ou de prestations, de services réalisés donc en B2B. Donc, ça veut dire que, à l'instant T où je vous parle, la notion de facture électronique concerne la France, d'accord ? Et en e-invoicing, la notion B2B, d'accord ? Sur l'Hexagone, pas ailleurs, pour ceux qui traitent de la TVA, d'accord ? Voire avec certaines administrations. Pour ceux d'entre vous qui c'est le cas, effectivement, il faut le savoir. Donc, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Donc, B2B, B2J. Sur le e-reporting, par définition, le DGSIP, donc l'État, a décidé de dire, voilà, tout ce qui n'est pas e-invoicing, c'est du e-reporting. Voilà.
Grosso modo, c'est ça. Donc, ça veut dire que les entreprises qui travaillent avec des particuliers, les entreprises qui travaillent à l'international sont dans un contexte de e-reporting. D'accord? Donc, ça veut dire que, contrairement à l'invoicing, e-reporting, donc il y a un cadre qui est bien fixé derrière pour vous donner ces repères en question, pour savoir si vous êtes plus concerné par l'un ou par l'autre. Voilà, voir les deux, dans un premier temps. Sur ces notions d'invocation et au-delà de cette sémantique invoicing et reporting, donc, il y a une notion d'encaissement. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est un des sujets les plus importants liés à la finalisation de la mise en place de la facture électronique. Je vais y revenir. Alors, quand est-ce que ça va t'installer? Comment et de quelle façon? Alors, le e-reporting, c'est juste un petit rappel. Je reprends un peu les choses que je vous ai dictées. Ça concerne donc tout ce qui est les transactions au niveau international, les factures liées aux particuliers. Donc, sous-entendu, je vous laisse imaginer les chaînes de magasins, par exemple, devront s'adapter. Voilà. Comment? Et c'est des flux qui sont dédiés donc sur des fréquences un petit peu définies. Ça aussi, c'est une question que j'ai eue et que je vous partage. Est-ce qu'il y a une notion de timing en termes de télédéclaration, de déclaration par rapport à l'émission ou la réception au niveau du format de la facture électronique? La réponse est non. L'État n'a pas dit, voilà, il faut faire ça tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les mois. Il n'y a pas de notion de rétro-planning par rapport à ces déclarations en question. Alors, là, je vais aborder un sujet assez, non pas délicat, mais sur lequel je vais vous demander un peu de concentration, parce qu'en fin de compte, il va résumer l'ensemble des schémas qui vont exister en termes de transactions et de dématérialisation de facturation. Ici, vous avez côté gauche le vendeur, à droite l'acheteur, et au centre, donc, le portail public de facturation. Sans oublier, bien sûr, l'administration fiscale qui va récupérer l'ensemble de ces données pour les contrôler. Voilà. Donc, premier cas, vous avez une entreprise C et vous avez une entreprise D. Comment communiquent-elles? Eh bien, en fin de compte, déjà, premier cas, donc l'entreprise qui va facturer, d'accord? Donc, C ici, aura le droit de communiquer directement à travers le portail public de facturation. Donc ça, c'est la première information. Pas besoin d'intermédiaire. Ce n'est pas une obligation. Deuxième point, ces informations, une fois que je l'ai envoyé sur le portail, c'est de se dire, est-ce que moi, les informations que j'ai envoyées sont bonnes? Donc, il y a un retour d'information vers mon entreprise pour me dire, voilà, je l'ai bien envoyée, elle a bien été réceptionnée et elle est bonne. Ce qui n'est pas anodin. Rappelez-vous sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, si tant est que les informations que vous avez sur vos clients fournisseurs soient les bonnes. Deuxième point, l'entreprise D, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut aussi elle-même communiquer directement avec le portail et de se dire, voilà, moi je vais récupérer ma facture, voilà, elle a été considérée comme bonne, donc je récupère l'ensemble des informations. Je ne suis pas en train encore de parler de est-ce que j'accepte ou pas celle-ci. Je dis, je la prends et je l'amène chez moi. D'accord? Donc, premier cas, simple. Deuxième cas, A vers B. Donc, on l'a vu, il y a différents acteurs. Il peut y avoir un acteur intermédiaire, on l'a vu tout à l'heure, avec une plateforme de dématérialisation privée, d'accord, qui, elle, va communiquer avec le portail. Donc, on garde toujours le même cheminement. Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, une entreprise B qui a même action, donc une plateforme de dématérialisation. Donc, première remarque, l'entreprise A et l'entreprise B ne sont pas obligés d'avoir la même plateforme et le même acteur privé pour les différentes actions de réception et d'émission. D'accord? Ils peuvent avoir deux partenaires complètement différents. Peu importe. Donc, on revient sur le schéma. Il y a une notion de communication qui est faite de plateforme à plateforme. L'entreprise B récupère l'ensemble des informations qui sont donc transmises vers la plateforme de facturation. Dernier schéma, qui est finalement une synthèse de ce qu'on s'est dit. L'entreprise A qui va vers B. J'ai, moi, en tant qu'entreprise, besoin d'un partenaire privé pour telle ou telle raison, technologique ou commerciale.
je communique les informations à la plateforme, qui, elles, sont vérifiées et analysées. À partir de là, moi, l'entreprise D, je récupère la facturation que j'accepte ou pas. Et ça, on va y venir après. Donc voilà, ici, vous avez un schéma, finalement, qui synthétise l'ensemble des opportunités, on peut le dire comme ça, pour vous permettre d'optimiser vos schémas de manière très simple, soit directement via la plateforme de facturation, soit par rapport à un intermédiaire. Et on va avoir que toutes les situations. Donc, ce qui vous incombe aujourd'hui, c'est votre situation. Sur la partie pratique, alors je ne vais pas m'attarder parce que c'est un peu technique et ce n'est pas nécessairement le but d'aujourd'hui. Vous reviendrez sur le sujet avec Factory par rapport à ça, mais il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, de cette norme, finalement, vous avez un fond d'interaction, un fond de traduction d'un élément, aujourd'hui qui s'appelle le PDF. Le PDF tel que vous le connaissez, vous le verrez finalement, c'est une image. Quand vous envoyez une facturation ou vous envoyez un devis au format PDF, c'est l'image. Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Dans la facturation électronique, c'est la même chose, sauf que derrière, il y a une norme qui s'est installée et justement, c'est le sujet lié à la facturation électronique. Sur ce sujet, alors là, c'est un exemple. Pour un PDF au standard au format image, vous pourriez avoir particulièrement. Sachez que derrière, c'est juste pour illustrer ce que je dis, c'est qu'il y a un certain nombre de lignes de code qui sont normées et qui permettent aujourd'hui de transiter l'ensemble des différentes informations via la plateforme. Et on n'oublie pas que ça concerne un certain nombre de champs pour le traitement de la TVA. D'accord ? Il se peut que la plateforme publique de facturation ne prenne pas en compte un certain nombre de champs. Voilà, parce que ce n'est pas le but. Eux, ce qui les intéresse, c'est la TVA. Donc toute cette partie PDF et traitement du PDF, c'est ce qu'on a appelé pendant des années l'OCRisation. Ça sera traité au travers des logiciels et au travers des fournisseurs de plateformes, qu'ils soient publics ou privés. Donc côté client et de votre côté donc à chacun, vous n'aurez pas à traiter ces informations, ça va être fait informatiquement. Merci Ludovic. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce n'est pas un jeu, mais finalement, ce schéma est assez important et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois qu'on a compris le concept et les attentes autour de la facturation électronique, on met en place une organisation au sein de votre structure. L'objectif, en tout cas, notre vision en tant qu'éditeur et partenaire de proximité vis-à-vis de Factory Exit, c'est de vous accompagner, bien entendu, sereinement pour vous dire, voilà, ce n'est pas compliqué. Par contre, il y a un moment où il faut mettre les choses en place avec une notion de planning, avec des étapes intermédiaires sur le déploiement, tout simplement pour dire, voilà, vous êtes prêts, on fait un contrôle et on avance. Et cet avancement doit correspondre à une optimisation de vos systèmes. Il faut voir les choses de manière positive. D'accord ? Oui, il y a une législation, mais il faut que derrière, ça soit optimisé. Donc, le point vert que vous voyez ici veut dire quoi ? Ce sont des états dits statutaires. Donc, sous-entendu, vert, pourquoi ? Parce que les statuts, en termes d'interprétation, et ce, quel que soit le logiciel que vous utiliserez, d'accord, qui sont obligatoires et donnés par l'État. Donc, déposer, rejeter, refuser et encaisser. D'accord ? Chez certains éditeurs, aujourd'hui, il faut le savoir, ont placé, comme Sedge, par exemple, un certain nombre d'étapes intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'il existe un cycle de vie par rapport à votre organisation, au traitement de la facture, entre le moment où je vais l'émettre, le moment où elle va être payée. D'accord ? Parce que l'État, oui, certes, contrôle la TVA, vous envoyez un certain nombre d'informations, mais au bout du compte, ne l'oublions pas, une facture émise mérite règlement. Ou il y a règlement, voire encaissement. Donc, il ne faut pas oublier que cette notion de cycle de vie, aujourd'hui, il y a des étapes intermédiaires qui vous sont propres. Et donc, on a souhaité mettre, au-delà des étapes obligatoires par l'État, des étapes intermédiaires sur lesquelles que vous pouvez paramétrer
d'accord, et qui sont déjà disponibles, puisque la nouvelle version chez nous, juin, permet d'aboutir à cette notion d'automatisation, d'accord. Donc, qui dit automatisation, dit optimisation, bien entendu, en termes de traitement. Donc, si je résume à l'instant T, si je synthétise, par rapport à ce schéma, finalement, entre le moment où j'utilise mon outil de gestion et le moment où le récepteur contrôle, règle sa facture en question, au-delà de toute étape intermédiaire, il y a zéro papier. Zéro papier. L'objectif, c'est bien celui-là, et pas un autre. Bien sûr, au-delà du contrôle de la TVA. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus, ce qui ne vous empêche pas, vous, dans votre système, de vous dire, voilà, moi, ces étapes-là sont fondamentales, j'en ai besoin, parce que c'est un contrôle que je mets en place d'habitude. Voilà. Donc, dans cette notion, ici à droite, dans la notion de paiement, avant qu'elle soit payée, aujourd'hui, il y a une notion de validation. L'entreprise qui réceptionne la facture, qui l'accepte, peut très bien dire, oh là, moi, ça ne va pas. Moi, j'ai un litige, finalement, je n'en paye que la moitié. Voilà. Donc, il y a une notion d'aller-retour, donc avec des notions de statut qui doivent être données et qui peuvent être contrôlées par vos soins. Donc, ça, c'est hyper important. Sur les points d'attente de décision, juste, ça, c'est à l'instant T où je vous parle, il se peut qu'il y ait des modifications. Parce qu'on aime bien faire ça, hein, en tout cas sur la législation française. Ceci étant, il peut y avoir un certain nombre de modifications sur un certain nombre de sujets. Là, pour l'instant, vous avez un cahier des charges qui est quand même assez complet, qui permet d'avancer sereinement. Le but, de toute façon, chez Sedge, ou comme tout autre, on sera à la page, donc aucune ambiguïté sur le sujet. Alors, parce que le temps avance, et c'est vrai que par rapport à ça, je vais aborder un sujet particulier, mais je vais donner la main à Ludovic, parce que Ludovic, est-ce que tu peux nous partager aussi tes expériences par rapport aux accompagnements que tu as pu avoir, que ce soit dans le contexte social par rapport à la paye, ou le contexte légal concernant le contexte CEPA, je pense là, mais il y en a d'autres, qui permettent de rendre tes clients et les prospects sereins finalement. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un écosystème d'éditeurs qui nous fournit des logiciels qui sont conformes en avance de phase, donc dont Sedge, bien sûr. Ça nous permet de faire des mises à jour de manière, j'allais dire, soft. Typiquement, là, tu n'en as pas encore parlé, mais en juin, il va sortir une version de Sedge pour la partie gestion commerciale qui va permettre de renseigner un certain nombre de données dont on est certain qu'elles feront partie de la réforme. On va avoir comme ça un minimum de prestations et un minimum de sollicitations de nos clients par rapport à cette partie-là. Sur CEPA et sur les liens avec les banques, il s'était passé un petit peu la même chose. Et puis sur la DSN, même avec le dernier décret d'application qui a été sorti le 30 décembre pour entrer en vigueur le 1er janvier, on avait pu faire les mises à jour à distance en temps et en heure dès le 2 avec tous nos intégrateurs, avec tous nos éditeurs, pardon, en tant qu'intégrateur pour nos clients. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui finit par être pas mal rodé, qui nous permet avec le cloud d'avoir des mises à jour qui sont quand même relativement rapides et efficaces, et pour vous d'assurer une certaine tranquillité. Il n'empêche, on conseille à tous nos clients, et c'est le cas dans 99% des cas, d'avoir une base de test en complément de la base qu'ils utilisent au quotidien, de manière à, dans un premier temps, pouvoir faire des tests avant de faire une bascule finale, au cas où il y a une incompatibilité quelconque à un endroit dans l'infrastructure technique, notamment aujourd'hui avec toutes les nouvelles contraintes de sécurité. Ok, merci beaucoup, Ludovic. Voilà. Donc, un accompagnement de proximité, comme on l'a cité depuis tout à l'heure, avec une vision 360. Voilà. Sur les préconisations, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, première chose, dans votre entreprise, d'avoir ce qu'on appelle un sachant. Ça paraît un b.a.-ba, mais quelqu'un qui soit à la page sur le contrôle d'un certain nombre d'informations pour savoir qui fait quoi. Voilà. Quel est le volume de factures que vous avez à traiter? Est-ce que j'ai besoin, moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, d'avoir un partenaire privé intermédiaire parce que j'ai une conception et une organisation internationale ou particulière? Oui ou non?
Encore faut-il avoir effectivement des immatriculations donc, en ce temps. Est-ce que je peux communiquer directement avec ma plateforme publique de facturation? La réponse est oui. D'accord. Et surtout, veillez à informer vos collaborateurs et collaboratrices. Ça, c'est hyper important. Parce que comme vous l'avez compris, le rôle du traitement de la facture aujourd'hui va changer. Donc, ça veut dire que l'avènement et la phase de changement que vous allez faire face, ça ne veut pas dire qu'elle sera compliquée. Ça veut dire qu'elle doit être abordée, voilà, et comme je le préconise, le plus tôt possible pour être le plus serein possible. Voilà. Donc là, vous avez tous les outils adéquats par rapport à ça. Sur les systèmes d'information, donc vos outils internes, je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par un contrôle administratif. Je sais, c'est assez lourd. Faites-le, c'est nécessaire. Certaines entreprises m'ont elles-mêmes dit passer par le fait d'embaucher des gens à temps partiel pour vérifier les informations. Voilà. Parfois, vous pensez que, et finalement, ce n'est pas le cas. Donc, le jour où vous ferez cet acte de télédéclaration, aujourd'hui par la plateforme publique de facturation, si les informations sont fausses, c'est retour à l'envoyeur. Donc, rebelote. Vous repasserez sur une nouvelle formalisation. Donc, perte de temps. Donc, on perd finalement l'avantage de ce qu'on voulait mettre en place au départ. Je l'ai dit tout à l'heure, favoriser l'automatisation. Aujourd'hui, vous allez avoir en transition un certain nombre de flux qui vont arriver, soit liés à la facture X, soit de manière papier, soit au format PDF. Réfléchissez à ces solutions en question. C'est souvent primordial pour vous, plutôt que de se dire bah, il me faut une solution pour ci, il me faut une solution pour le PDF, il me faut et ainsi de suite. Voilà. Nous, on veut tout uniformiser et se donner finalement une réactivité sur la gestion du cycle de vie de votre facturation. Donc déjà qu'elle soit sécurisée. Ne vous posez pas la question, parce que j'ai eu aussi la question. Le portail de facturation publique est sécurisé, bien entendu. Pour votre information, les factures sont conservées pour l'instant, j'ai bien pour l'instant, d'accord, tel que le GFIP nous l'a communiqué, pour une période de 10 années. Voilà. Après, c'est dans le cycle de vie, c'est tout ce qui est restitution des refus. Donc, je me suis pas mal appesanti sur le sujet, où on est la facture et comment je peux réagir par rapport à ça. Ensuite, en termes de productivité, c'est les interfaces de traitement. Est-ce que j'ai besoin de X logiciels plutôt qu'un seul? Voilà, donc avec ça, vous avez un seul univers, ce qui est quand même pas plus mal. Et enfin, sur tout ce qui est notion de contrôle, et vous l'aurez compris, ça va sûrement amener, pas que, mais ça va sûrement amener une réflexion sur comment je gère la TVA aujourd'hui, et je vais peut-être être amené à la gérer différemment. Voilà. Chose qui est en bout de ligne, que vous ne voyez pas encore et que vous faites sûrement, c'est tout ce qui est contrôle de trésorerie. Donc, qui dit contrôle de trésorerie, si j'ai une facturation qui est digitalisée, dématérialisée, ça veut dire que je suis plus réactif, je suis dans l'optimisation, ça veut dire que je peux faire des relances sur le sujet. Et ça, c'est l'accompagnement que peut vous donner aussi Factory aujourd'hui. Vous dire, voilà, ouais, il y a ce système-là, nous, on sait gérer, on sait vous accompagner, mais derrière, on sait aussi optimiser cet aspect-là. Ça, c'est hyper important. Oui, parce qu'au-delà du contrôle de TVA, ce qui va se passer dans les années qui vont suivre, donc à partir de 2025-2026, ça va être aussi une application de certaines règles qu'il y a dans les pays scandinaves, avec la possibilité de faire des relances automatisées et, quelque part, de noter et d'améliorer tout ce qu'il y a autour de la loi LME, dont on sait tous elle était vitale et qu'elle est respectée autant que possible par les grands groupes. Mais là, on va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus strict et de beaucoup mieux contrôlé, puisqu'on verra exactement ce qui s'est passé, on verra les flux, et que ce sera lié effectivement à la partie déclaration de TVA. Donc tout ça, ça va créer un ensemble plus vertueux que ce qu'on peut connaître aujourd'hui en termes de trésorerie. Exactement, exactement. En tout cas, voilà, sur le sujet, on est en avance. Donc nous, on a un certain nombre de produits que vous utilisez peut-être aujourd'hui qui sont déjà compatibles. Donc la prochaine version V10, qui répondra au-delà du concept légal à la notion d'automatisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, qui n'est pas une petite version, qui est plutôt une version très importante. Et puis sur les plateformes de dématérialisation privée, donc attendre septembre, sur l'ensemble des immatriculations. C'est pour info. Là, c'est un résumé finalement en fonction du calendrier qui a été donné par l'État de là où on en est aujourd'hui. Tout ça, je vous laisserai les slides, on vous enverra les slides, ne vous inquiétez pas. Et puis, sur le point d'entrée unique pour toutes les factures, c'est ce que je citais tout à l'heure,
Voilà, il y a différents formats, ne l'oubliez pas, et que sur une mise en place de la facture électronique, il y a une assistance, vous êtes accompagné, comme dit l'adage, vous n'êtes pas seul. Ceci étant, il y a une notion, non pas d'apprentissage, mais de repère. Voilà. Ça, c'est important de l'avoir en tête, notion de repère. Question que j'ai eue aussi, est-ce que moi, je dois mettre en place un nouvel outil parce que je passe à la facture électronique? C'est moins essentiel. La réponse, en tout cas avec ça, la réponse est non. Voilà. Et même au contraire, on va optimiser les choses. Chose très importante et qui est une conséquence de cette notion d'optimisation, moi, j'ai besoin, en tant qu'entreprise, de savoir où j'en suis. Donc, j'ai un état et un statut de mes factures, accepté, refusé, en bonne et due forme, conforme, etc. Donc, j'ai un tableau de bord. Donc, les nouvelles versions vont dans ce sens-là. On veut vous donner le maximum de visibilité sur ce qui est émis et réceptionné. Et puis, en termes métier, on l'a dit tout à l'heure, en fonction des partenaires et des fournisseurs avec qui vous travaillez, que ce soit l'administration ou autre, voilà, pour ceux qui sont assujettis à la TVA, je le redis encore, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses à travailler et sur lesquelles vous êtes impactés, en tout cas aujourd'hui. Je vais terminer par cette slide, puisque l'heure tourne, et sur le sujet, c'est juste pour résumer la réception liée aux nouveaux usages. Nous, chez Sedge, on a pris le parti, à travers deux solutions, sachez-le, au-delà des produits Sedge 100 que vous connaissez, c'est d'avoir un produit complémentaire qui s'appelle Sedge Automatisation Comptable, qui permet d'avoir une vision globale, aujourd'hui à 360, sur l'ensemble des natures de facturation que vous allez recevoir, vous traitez. Voilà, sachez-le. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'objectif pour nous, c'est de faire quoi? C'est d'automatiser donc les choses pour vous gagner du temps sur quoi? On l'a dit tout à l'heure, sur la capacité à faire du recouvrement, pourquoi pas, d'accord, de prendre du temps sur des négociations liées à des partenariats que vous n'auriez peut-être pas pu avoir avant, initialement. C'est un exemple, bien entendu. Voilà. Moi, je vais arrêter là, parce que l'heure tourne, c'est mieux, je pense. Voilà. Merci pour votre patience. Si vous avez des questions, moi, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus.